c'est fantasme, réalité. Il parle tout seul, il est fou. Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Digitalmen. Aujourd'hui, on vous parle intelligence artificielle et humanisation. Voilà, et depuis une smart en fait. Et depuis une smart, parce qu'en fait, on a tourné, pour rien vous cacher, parce qu'on est transparent, on a tourné l'épisode à l'instant, mais on a une conférence à donner dans 10 minutes. Donc on est en train de speeder, comme c'est la fin d'après-midi, on est effectivement assez rock'n'roll et on doit commencer à 19h30. Donc voilà, bah écoutez, on vous laisse apprécier Il parle de quoi en fait? Parce que là, on Alors, c'est un épisode sur l'intelligence artificielle qui aujourd'hui pénètre un petit peu plus dans le quotidien. Et doit-on en avoir peur? Est-ce un fantasme ou une réalité? Est-on proche de la singularité ou pas? Est-ce que les voix s'humanisent? C'est parti, spécial intelligence artificielle, à tout de suite. Salut Lionel. Salut Mathieu. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur la chaîne Digitalmen, le deuxième de la saison. On vous conseille tout de suite de lire aussi celui d'avant, de visionner celui d'avant sur la Digital Detox accessoirement. Puis on vous demande bien entendu, si ça vous plaît, de vous abonner soit à cette chaîne YouTube, soit de vous rendre directement sur l'iTunes Store et de vous abonner au podcast Digitalmen. Bien, et aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle. Exactement. Parce que tu as écrit une petite tribune qui va J'ai être... écrit, alors en fonction de la date de tournage, en fonction de la publication, c'est apparaître sur le site The Conversation, qui est un site où on peut publier différents articles qui sont repris ensuite par différents journaux. Et donc c'était autour de l'intelligence artificielle et de la façon dont l'intelligence artificielle s'humanise et pénètre nos vies. Oui, alors une petite question qu'on va essayer de se poser quand même, hein, et je ne sais pas si on trouvera des bonnes réponses, mais en tout cas on va essayer de mettre des jalons pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. C'est évidemment cette intelligence artificielle, cette reconnaissance vocale qui pénètre notre quotidien. Est-ce qu'on doit en avoir peur? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est une réalité? Voilà. C'est une réalité. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle, pour commencer, pourquoi on en parle aujourd'hui? On en parle beaucoup parce que naturellement c'est un sujet majeur, c'est un sujet de transformation, un peu à l'image de la data qui est le syndrome un peu post-traumatique de la transformation digitale. L'IA est une extension naturelle qui pénètre notre quotidien et qui, il est vrai, grâce au développement d'Alexa et particulièrement à l'arrivée aussi de Google Home en France, naturellement fait l'objet de toutes les convoitises fantasmagoriques de certains. Mais ce n'est pas d'hier. Non, c'est vieux. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est à l'origine même de l'informatique. Je dirais qu'il y a eu plusieurs hivers dans l'intelligence artificielle, des moments pour lesquels c'était très science-fiction, des moments pour lesquels c'était oublié, voire dénigré souvent, sujet à différents fantasmes. On s'aperçoit finalement aujourd'hui qu'il y a un certain amalgame finalement d'usage, de transformation des usages, d'amélioration de la technologie, de la capacité processeur et de tous ces éléments qui nous permettent effectivement d'entrevoir une nouvelle forme, une intelligence artificielle qui nous permettrait de mieux, d'avoir plus de confort au quotidien finalement, à l'image de ce que l'on peut avoir sur Google Home. Alors on pourrait faire un petit résumé, c'est de se dire, aujourd'hui, on est passé d'une attitude que l'on avait avec les outils numériques qui nous entouraient, qui étaient des outils généralement pilotés par des graphic user interface. Donc on était avec des écrans, on était avec des claviers et on échangeait avec ces outils. Et maintenant nous arrivons dans l'univers, dans l'ère de la vocal user interface, c'est-à-dire qu'on va dialoguer avec des entre guillemets personnalités. Alors est-ce que c'est vraiment des personnalités, puisqu'on leur donne des petits noms vachement sympathiques, hein, quand on s'appelle Alexa, quand on s'appelle Siri, peut-être que tu donnerais pas le nom à ton troisième enfant de Cortana, mais bon, hein, on va pouvoir peut-être avoir des petits noms. Alors dans quel but d'après toi les géants du net, puisque là on parle d'Alexa d'Amazon ou Siri d'Apple, Cortana de Microsoft, pourquoi donnent-ils des petits noms sympathiques? Alors il y a deux tendances, effectivement. La tendance qui dit Google Home, pas de nom, et de l'autre Cortana, Alexa, Amazon, etc., qui effectivement donne des noms. C'est une vision assez différente. Dans un premier temps, quand on va donner un nom, on crée un sujet, on crée un personnage, une autre personnalité qui est complémentaire finalement à notre quotidien. Il y a une forme de certaine collaboration qui se crée dans ce web qui est de plus en plus diffus et où on a de plus en plus de requêtage vocal. Ça représentait, je crois, à peu près 20% d'ici un an ou deux ça représente déjà 20% des requêtes qui sont envoyées aux États-Unis. Donc on s'aperçoit qu'il va y avoir cette collaboration entre une intelligence artificielle
qui a un nom, qui a un prénom, à qui on peut attribuer différents traits de personnalité finalement. Et puis de l'autre, le côté Google qui dit il faut principalement que l'intelligence artificielle soit l'extension du cerveau de la personne. C'est-à-dire qu'on attribue presque à la personne des super pouvoirs. Elle s'imagine des super pouvoirs. C'est l'extension même de sa personnalité. Et donc c'est tout à fait clair quand on regarde le nom. Derrière Google Home, c'est Google Assistant. Oui, donc on a vraiment quelqu'un qui pense, enfin quand je dis quelqu'un, une organisation comme Google qui pense que l'intelligence artificielle et sa Vocal User Interface est une extension de nous-mêmes, quelque chose qui reste piloté par l'utilisateur et qui lui donne des pouvoirs supplémentaires, comme on a toujours eu des pouvoirs supplémentaires depuis qu'on a inventé le levier pour soulever le monde. Exactement. Voilà. Et les autres, par contre, ils rentrent dans la collaboration. C'est-à-dire qu'on fait rentrer une tierce personne dans notre sphère familiale, si on a un assistant vocal. Et donc là, c'est cette personnalisation, finalement, est-ce que c'est justement pas cette personnalisation qui finit par créer de l'anxiété? Totalement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'ailleurs un sondage qu'on a vu sur un article, c'était au Doxa, si je me trompe pas. C'était en mai 2017. Mai 2017, qui est sorti pour Stratégie et qui démontre que les 25-34 ans sont ceux qui finalement ont le plus peur pour qu'il l'IA développe le facteur anxiogène le plus important par rapport aux plus de 65 ans et qui avaient les mêmes stats que des cadres qui étaient déjà bien implantés. Donc on voit bien effectivement que ces sujets à beaucoup de controverses, principalement je pense non pas pour les différentes raisons de pénétration d'une IA, on en parlera à la fin dans notre environnement quotidien à la maison, mais plutôt parce que l'IA est perçue, un peu ce qu'était le digital à l'époque, c'est-à-dire comme quelque chose qui nous ferait perdre notre travail. Et il y a un vrai levier aujourd'hui d'évangélisation de l'IA, pour qu'elle soit complémentaire, on en parlera à la fin, mais effectivement sur le facteur anxiogène vient principalement de la perte potentielle du travail que l'on pourrait... il faut faire toujours attention, parce que ces facteurs anxiogènes, on n'a pas une population aujourd'hui en masse, même si vous parlez pour certains à votre application Waze pour trouver la route pour aller à votre repas familial, on n'a pas une pénétration en masse de ces assistants vocaux aujourd'hui. C'est un peu plus d'une dizaine de millions aux États-Unis, c'est 2 millions, enfin pour Alexa, c'est 2 millions pour Google. Google arrive juste maintenant avec son Google Home, donc c'est pas ça qui crée, c'est aussi tous les intermédiaires, les interfaces qu'il y a entre nous et la réalité, que ce soit des chercheurs, que ce soit des politiques, que ce soit des auteurs de science-fiction, qui vont, eux, véhiculer une image qui crée de l'anxiété. Et notamment quand on nous dit on va être demain remplacé par des robots. Oui, ou qu'Elon Musk nous dit qu'il est urgent qu'on s'implante une puce dans le cerveau pour être aussi complémentaire ou tout du moins plus fort qu'une intelligence artificielle qui pourrait nous bouffer. Donc naturellement, il y a ce délire fantasmagorique d'une pseudo-singularité qui est intéressante parce que je la trouve fun, mais en même temps, elle fait peur et je peux le comprendre. En même temps, globalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de technologies qui naissent et leur amalgame pourrait laisser naissance à une intelligence artificielle plus forte si, bien entendu, tout cela se développe, mais on n'y est pas encore. Je dirais qu'il y a On rappelle quand même ce qu'est la singularité, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui devient ultime puisqu'elle devient aussi intelligente, voire plus intelligente que notre cerveau. Et certains chercheurs, certains docteurs en intelligence artificielle nous prédisent la singularité pour 2045. C'est ça. Alors bon, après, on dérivera pas là-dessus parce que c'est sujet à controverse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette anxiété, elle est réelle, et le fait qu'elle soit réelle plutôt chez les 15-35, c'est-à-dire chez les gens qui sont au début de leur carrière professionnelle ou au milieu de leur carrière professionnelle, des gens qui, pour les 30, 35, voire 40, ont des enfants. Donc ce souci de l'avenir aussi de leur progéniture, ils se disent mais dans quel monde on va être demain? D'abord parce que pour eux 2045 c'est juste pas très loin, un peu moins loin pour moi, un peu plus près pour toi. Bref, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que cette anxiété elle est créée parce que l'on se fait des fantasmes autour de cette intelligence artificielle. C'est un délire science-fiction, etc. Mais effectivement, qui est colporté aussi par la série Black Mirror, qui est colporté par qui est excellente série, effectivement. Donc il faut y voir, à mon sens, en ce qui concerne l'IA, quelque chose une opportunité extrêmement forte de fluidification de notre quotidien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Oui, et puis alors après, ce qui fluidifie notre quotidien, c'est surtout les services que cette IA va pouvoir piloter. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu écris des articles à la dictée vocale, l'IA comprend ce que tu dis, elle transmet ça en mots avec parfois des choses un peu bizarres, mais l'idée
qui sous-tend derrière tous ces assistants vocaux, c'est essentiellement le changement des algorithmes qui sont les algorithmes de recherche. Les algorithmes de recherche qui étaient basés sur des mots-clés, aujourd'hui, ils vont être basés sur des phrases complètes et donc ils vont devoir détecter les mots-clés au sein de ces phrases. Oui, puis détecter la structure de la phrase, son intonation, etc. Ce qui fait que c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, bon, la contrebalance, effectivement, est-ce qu'on arrive à la singularité en 2045 ? Pour l'instant, on n'y croit pas trop. Enfin, il y a deux tendances. Voilà, alors, il y a la tendance de celui qu'on adore regarder, c'est Laurent Alexandre en conférence, qui d'ailleurs, dans ses travaux du Sénat, avait dit une phrase assez marquante. Ils disent que nous sommes les idiots utiles de la Silicon Valley, puisque des GAFA. Des GAFA, et finalement les GAFA ils sont très loin. Ou pas tous, parce que Microsoft est un petit peu plus haut. Oui, mais c'est vrai que en leur donnant et en leur confiant, l'autre jour j'écoutais juste, c'est un logiciel que certains connaissent qui s'appelle Tinder, et un utilisateur ou une utilisatrice de Tinder avait demandé, parce qu'on a le droit, que Tinder lui fournisse les informations qu'elle avait sur elle, et ils lui en ont fourni des centaines de pages. Comme à l'époque sur Facebook, c'était aussi... Voilà, alors, et donc, l'application que je viens de citer n'est pas Google, donc n'est pas quelque chose que vous utilisez au quotidien. Donc vous imaginez ce que vous utilisez au quotidien, les masses d'informations que vous délivrez et qui sont stockées évidemment chez les GAFAM, qui nourrissent leur intelligence artificielle, qui nourrissent ce qu'ils savent de vous et qui nourrissent évidemment la pertinence de leurs réponses. Et avec des réponses pertinentes, on crée de l'adoption, puisque finalement la réponse est pertinente, continuons. Bien sûr, exactement. Et en contrebalance de ça, sur les travaux du Sénat, il y a Jean-Claude Dedin qui s'était proposé de lister effectivement un modèle sur 6 évolutions, 6 niveaux d'intelligence artificielle, et pour qui aujourd'hui, et c'est un peu plus proche de la réalité terrain que nous avons, se confie plutôt en disant qu'effectivement on est plutôt au niveau 1, à peine au niveau 2, c'est-à-dire une intelligence artificielle certes développée, mais sous-humaine. Voilà, on a l'intelligence sous-humaine, mais qui est capable de faire des tâches spécifiques, donc ça on sait faire. On a une intelligence équivalente à un humain, mais pour des tâches spécifiques, ça c'est le niveau 2, et donc on peut dire qu'on est entre ce niveau 1 et ce niveau 2. Après, il y a des niveaux qui continuent à monter, puisque le niveau 3, on l'a sous les yeux, parce que merci, on va vous le mettre à l'écran. On le connaît pas par cœur. On a cette intelligence supérieure à la plupart des intelligences humaines, mais toujours pour des tâches spécifiques. On continue de monter d'un niveau avec cette intelligence supérieure à l'intelligence humaine pour des tâches spécifiques qui sont un peu plus larges. Puis après, on arrive à une intelligence supérieure pour la majorité des tâches, et là on est au niveau 5. Pour l'instant, on est loin d'être le cas. Et puis là, l'intelligence singularité. Voilà. Alors après, est-ce que la singularité, d'ailleurs, dans cette graduation, tient compte de l'intelligence artificielle qui aurait conscience d'elle-même? Parce que pour l'instant, on n'a pas du tout conscience d'elle-même. Non, et c'est là, effectivement, je pense on va se retrouver, en 2045 pour en parler, ce genre de choses, parce que là, à mon avis, on est entre fantasme et réalité. Et bien oui, justement. D'ailleurs, quelle transition exceptionnelle. Lisez les ouvrages de Nicolas Bouzou, qui, dans ses 2 derniers livres, et notamment le dernier, qui s'appelle Le travail et l'avenir de l'homme, essaye de nous montrer clairement par des exemples que l'homme a toujours su trouver sa place à côté des outils qu'il fabriquait pour décupler sa productivité, sa puissance et son intelligence, et que l'intelligence artificielle, que les robots demain feront la même chose. Moi je dis plus simplement avec l'aide avec Luc de Brabander, qui est un mathématicien belge, c'est soyez créatifs, sortons du côté déductif que l'on a dans un certain nombre de tâches, puisque ça, le déductif, c'est facile à gérer par des algorithmes et des ordinateurs. Soyez créatifs et collaborez avec justement ces outils qui vous aident à déduire. Donc il faut accueillir l'intelligence artificielle de manière à mieux la comprendre, pour qu'elle puisse au quotidien nous aider, et être complémentaire, ce que soulève d'ailleurs Laurent Alexandre dans beaucoup, être complémentaire à l'IA de manière à pouvoir se l'approprier et l'utiliser à bon escient. Mais on est relativement loin encore de la singularité. Donc c'est une réalité et il ne faut pas la fantasmer. Non, ça sera pas du tout. Alors. Mais regardez Black Mirror, c'est quand même super sympa. Voilà. On se retrouve très vite. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Là, c'était l'IA. On vous invite à regarder tous les autres. On vous mettra le lien de la tribune dès qu'elle sera publiée en commentaire. Donc, n'hésitez pas à réagir, bien entendu, en commentaire, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Insta, ou que ce soit bien entendu en commentaire de cette vidéo directement. Et n'oubliez pas de partager l'ensemble du contenu de cette chaîne et de cette chaîne à vos amis, à vos proches, à tout le monde. Parlez-en, puisque c'est grâce à vous qu'on continue tout simplement à exister. À très bientôt Mathieu, à très bientôt à tous. Salut!